si je vous propose une conférence sur la Chambre des comptes de Savoie, c'est parce que c'est évidemment une institution qui a tenu un grand rôle dans la Savoie des 16e, 18e siècles, mais c'est aussi parce que cette année, on fête le 300e anniversaire de sa suppression. Alors, en réalité, il n'y a pas eu une date précise plutôt un acte, une loi précise qui a ordonné sa suppression. Ça s'est fait, entre guillemets, un petit peu en douceur. Hein. C'est Victor Amédée II qui a décidé ça. On va essayer de comprendre pourquoi en 1720. Mais avant d'entrer dans on va dire, la fin de la Chambre des comptes, on va déjà essayer de la localiser. Vous reconnaissez ici la façade une des façades du château de Chambéry. Hein. Quand vous êtes sur la place du château, vous voyez cette façade et vous avez la porterie d'entrée qui se trouve ici sur la gauche. Eh bien, les locaux de la Chambre des comptes, eux, se situent là où vous avez les deux lucarnes. Hein. Il s'agissait des pièces qui se trouvaient, on va dire, au sommet de ce bâtiment qui a été occupé par, on va dire, les diverses administrations d'Ancien Régime au château de Chambéry. Et d'ailleurs, si vous passez par l'entrée de la porterie, justement, vous avez cette fameuse entrée de la Chambre des comptes. Et vous avez encore de nos jours les salles de la Chambre des comptes qui servent à des expositions. Alors, contrairement au Sénat, qui a pourtant a survécu à la Chambre des comptes, il a duré plus de 100 ans après la Chambre des comptes, le Sénat, lui, a pas laissé de bâtiment. On a encore la rue du Sénat qui existe, on a bien le palais de justice de Chambéry qui existe encore et qui est, on va dire, l'avatar ou le successeur du Sénat, mais voilà, on n'a pas conservé le bâtiment où siégeait le Sénat. Par contre, on a toujours les pièces, on a toujours les lieux où siégeait la Chambre des comptes avant sa suppression en 1720. Et alors, pour une fois n'est pas coutume, on va commencer par la fin. C'est-à-dire, je vais commencer par vous raconter comment la Chambre des comptes a été supprimée. Parce que, évidemment, c'est l'anniversaire. Et là, donc, vous avez une scène qui nous est décrite le 30 janvier 1720. Je vous lis le manuscrit. Ce jour a été supprimé la Chambre des comptes à 9h du matin, ensuite d'une lettre à cachet de Sa Majesté, donc le duc de Savoie devenu roi de Sicile, Victor Amédée II, apporté par le sieur de Ricardi, intendant général en Savoie, dans le bureau de la Chambre, et après l'avoir remis au seigneur premier président d'Entremont, donc le premier président de la Chambre des comptes, qui en a fait la lecture, laquelle étant faite, les 10 seigneurs de la Chambre se sont retirés après s'être embrassés les uns et les autres. Alors voilà comment finit, un beau matin de 1720, la Chambre des comptes. Alors, ça ne devait pas être une surprise pour nos magistrats de la Chambre des comptes. Quand ils ont vu arriver l'intendant général, ils savaient très bien que leur sort était joué. Parce que déjà, au tout début du mois, le 7 janvier, le duc de Savoie, roi de Sicile, avait rendu un édit par lequel il réorganisait complètement la Chambre des comptes. C'était pas dit, mais à l'intérieur, ça voulait dire que la Chambre des comptes de Savoie était supprimée. Réorganisation, hein, vous savez, dans l'administration, bien souvent, ça veut dire suppression sans en prendre vraiment le nom. Mais donc, il faudra attendre la fin du mois, donc le 30 janvier, pour voir la Chambre des comptes supprimée. Et en fait, vous allez comprendre assez vite pourquoi ça s'est fait en 1720 et pourquoi ça ne s'est pas fait en 1730 ou en 1680. Donc vous allez voir qu'il y a une conjonction de faits qui explique ça. Alors, d'une part, il y a une cause, on va dire, qui est assez conjoncturelle. C'est-à-dire qu'à cette époque, la Chambre des comptes s'oppose de manière, je vais dire, pratiquement systématique aux édits que le duc de Savoie veut imposer, et notamment des édits financiers. Tiens, ça ne vous rappelle pas un certain contexte, ça? Enfin, bon, bref, bon, j'y reviendrai. Et en plus, à partir de 1717, notamment, Victor Amédée II a mené tout un train de réformes qui cherche à complètement revoir l'organisation de ces États. Et notamment, et il est cité ici, l'intendant général, on met en place les intendances. Et ces intendants vont en fait prendre la responsabilité d'un certain nombre de compétences qui avant étaient celles de la Chambre des comptes. Donc en fait, on va avoir un transfert de compétences, en quelque sorte, entre la Chambre des comptes et les intendants. Et qui plus est, depuis 1713,
Victor Amédée II, qui de toute façon se méfiait de la Chambre des comptes de Savoie, c'était pas nouveau, hein, depuis le début de son règne personnel, en 1684, il avait toujours une certaine défiance envers cette compagnie. Et bien depuis 1713, à chaque fois qu'il y a un poste vacant, il gèle le poste. Il n'y a personne qui est nommé. Ça, c'est marrant, ça me rappelle aussi un peu les politiques publiques en France. Je dis ça. Alors, pour vous donner juste un petit exemple, l'effectif théorique des magistrats devait être d'une trentaine, à peu près, à cette époque. Si toutes les places avaient été effectivement pourvues, on avait une trentaine d'officiers en charge. Mais en réalité, à cette époque, donc en 1720, ils ne sont que 14. Donc il y a seulement la moitié de l'effectif qui est rempli. On n'a plus qu'un seul président, qui est le premier président d'Entremont, qui est cité ici, et seulement 8 maîtres auditeurs, alors qu'ils devraient être au moins 2 fois plus nombreux. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que le duc de Savoie, entre-temps, a utilisé un certain nombre de maîtres auditeurs dans d'autres fonctions, pour être justement intendant, pour être employé dans les administrations centrales, etc. Et puis, dernier point très important, et c'est en ça que étudier la biographie de gens qui appartiennent à un même milieu, ça peut être très intéressant, c'est que si on s'intéresse à l'âge qu'ont les magistrats à cette époque, devinez quel est l'âge moyen. C'est pas 64 ans, mais c'est quand même 60. Donc pour cette époque, c'est déjà un âge relativement respectable, et en tout cas, ça sent quand même bien un petit peu la retraite. Et donc, c'est aussi ce qui explique que, d'une part, des effectifs réduits, et d'autre part, des magistrats qui probablement avaient ni l'envie, ni forcément la force de s'opposer fermement à la volonté du duc de supprimer la Chambre des comptes. Alors, s'il fallait une autre preuve, là je vous donne un autre exemple. La séance jour pour jour du 13 janvier 1720, eh ben, on n'a que 3 maîtres auditeurs qui siègent ce jour-là. Alors que normalement, hein, vous vous rappelez, je vous ai dit, en théorie, il devrait être une vingtaine, une trentaine à siéger. Donc là, on n'a que le maître auditeur de la Saunière, qui est le doyen, il siège depuis des dizaines d'années. Le maître auditeur Fichet de Ponchy et Favre de Marny, donc ils sont seulement 3 à siéger le 13 janvier 1720, donc il y a tout juste 300 ans. Donc, voyez, ces braves maîtres auditeurs, on les met à la retraite. Alors, je vais vous laisser un peu de suspense. Je ne vais même pas vous dire ce qu'ils vont devenir après 1720. Hein, c'est bien cruel de supprimer leur emploi, mais vous saurez à la fin de ma conférence quel va être leur sort, parce qu'en plus, il y avait donc les magistrats, mais il y avait aussi tous les secrétaires, tous les receveurs et autres émoluments-menteurs qui les aidaient. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi tout ça consiste. Eh bien, tous ces braves gens, ils se retrouvent en 1720 sur le carreau. Donc, attendez la fin de la conférence pour savoir ce qu'ils vont devenir. Alors, voilà, un petit peu comment je vais organiser mon propos. Alors, on va essayer d'abord de s'intéresser un petit peu, voir quelle est l'évolution de la Chambre des comptes, pourquoi elle a été créée, comment elle s'est organisée, quel a été le personnel qui la composait. D'une part savoir le personnel, mais aussi savoir qui étaient les gens qui se trouvaient derrière ce personnel. Et puis on s'intéressera enfin sur ses compétences. Hein. Quel était son rôle dans la vie de la Savoie d'Ancien Régime. Alors commençons par l'histoire de l'institution. Alors aux origines, c'est je dirais presque une question de bon sens. Quand vous êtes gestionnaire d'une entreprise, ou dans le cas du comte de Savoie, d'une principauté, que cette principauté, elle a des ressources quand même assez limitées, tout en étant appelée à s'étendre de plus en plus, eh bien, la première des choses à laquelle il faut penser, c'est d'essayer d'avoir une bonne gestion financière. Et c'est ces bons principes qui, justement, vont être à l'origine de la Chambre des comptes, puisque assez tôt dans le XIIIe siècle, et notamment sous l'influence de ce qui se fait en Angleterre, à une époque où justement les comtes de Savoie ont un peu pignon sur rue à la cour d'Angleterre. Hein. Les échanges sont très fréquents, le comte va même résider parfois à la cour d'Angleterre et va s'inspirer de ce que faisait la cour, donc de ce que faisait l'administration, on va dire, anglaise à cette époque, et va en importer un certain nombre d'habitudes dans sa propre principauté. Et donc va
chercher à contrôler la gestion des, on va dire des gens qui manient les deniers publics. Alors, au premier rang desquels, on a les châtelains. Les châtelains, vous savez, ce sont ces intendants, ces représentants du comte qui existent dans chacune des châtellenies de la principauté et qui vont gérer à la fois les recettes et les dépenses du domaine comptable. Et ces agents, pour être sûrs d'une part qu'ils ne s'enrichissent pas aux dépens du comte et pour être sûrs que les budgets soient bien respectés, pour faire court, eh bien on va les contrôler. Et parfois c'est le comte lui-même qui va faire venir devant lui les châtelains, puis qui va lui demander, au sens propre du terme, il va leur demander des comptes. Et donc le châtelain devra justifier telle ou telle dépense, devra justifier d'avoir perçu telle ou telle somme. Et puis très vite le comte, face à l'ampleur de la tâche, va déléguer évidemment cette tâche à un certain nombre de membres de son entourage, tant et si bien qu'apparaissent, donc voilà, dès le XIIIe siècle, un certain nombre d'auditeurs, qui plus tard deviendront maîtres auditeurs, des comptes, et qui vont être chargés donc, de vérifier la comptabilité de ces châtelains. Voilà, donc ça c'est un phénomène qui se met en place petit à petit au cours du XIIIe siècle. C'est pas propre aux États de Savoie, c'est quelque chose qui existe aussi dans les principautés du roi d'Angleterre, dans les principautés voisines aussi de Dauphiné ou de Provence, ou qu'on retrouve même aussi carrément dans le royaume de France. Mais cette institution, elle va être d'abord ambulatoire, c'est-à-dire qu'elle va suivre le comte dans ses déplacements. Et en fonction de la présence de tel ou tel châtelain, en fonction aussi des périodes de l'année, eh bien voilà, ces fameux auditeurs vont contrôler les comptes des châtelains. Et puis, à la fin du XIIIe siècle, le comte de Savoie se rend maître du château de Chambéry. À la fin du XIIIe siècle, on commence déjà à avoir pris l'habitude, de manière assez régulière, de faire rendre les comptes aux châtelains et d'en garder trace à travers les fameux comptes de châtellenie, sur lesquels je reviendrai dans un instant. Eh bien, il faut pouvoir les stocker, ces documents. Il faut pouvoir stocker aussi tous les actes qui sont passés par le comte de Savoie ou en faveur du comte de Savoie. Et donc, on va stocker dans le château de Chambéry, nouvellement acquis par le comte de Savoie, puisque le comte de Savoie, il faudra attendre effectivement, on va dire, la deuxième moitié du XIIIe siècle pour qu'il soit effectivement maître du château de Chambéry. Et voilà, certains auteurs indiquent que c'est en 1295 que donc les archives et le comte de Savoie s'installent dans le château de Chambéry. En tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est que c'est effectivement vers cette époque que les auditeurs des comptes vont recevoir les châtelains pour ouïr leurs comptes au château de Chambéry, et qu'on va stocker les archives et qu'on va stocker les comptes qui sont rendus aussi par les châtelains et les divers receveurs que peut nommer le comte de Savoie. Il faudra attendre 1351 pour qu'il y ait un premier règlement qui établisse un petit peu l'organisation de la Chambre des comptes. Mais en réalité, celle-ci avait déjà l'occasion d'exercer ses talents, on va dire, depuis un certain temps. Et c'est pour ça qu'on a donc ces fameux rouleaux de comptes de châtellenie qui existent. Alors on a même pour certaines châtellenies des séries qui commencent au XIIIe siècle, donc ce qui prouve bien que la Chambre des comptes exerçait son autorité dès cette époque. Et donc sur ces comptes de châtellenie, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver justement toutes les justifications de dépenses et de recettes effectuées par les châtelains. C'est-à-dire que le châtelain a perçu tant de sous et tant de livres de la part par exemple, des gens à qui on a fait des hébergements, ou qui ont passé acte devant notaire et dont on perçoit un droit de mutation, par exemple. Et puis le châtelain a dépensé tant pour réparer le château, a dépensé tant pour réparer les halles du chef-lieu de la châtellenie, etc., etc. Donc toutes ces dépenses, dont certaines peuvent être extrêmement détaillées et nous permettent justement d'avoir aussi une vision très précise de la vie de nos contrées au Moyen-Âge, eh bien toutes ces dépenses sont transcrites donc sur ces fameux rouleaux de parchemin dont vous avez ici une illustration. Et donc voilà, la Chambre des comptes va organiser son temps et son énergie autour de la réception de ces comptes.
Alors, il y aura d'autres règlements de la Chambre qui vont être promulgués, notamment en 1389, en 1496, en 1522. Je ne vais pas insister là-dessus, on pourrait faire tout un historique là-dessus, ce serait long et pour tout dire un petit peu fastidieux. Mais ce qui est quand même intéressant à retenir, c'est qu'au cours du XVe siècle, la Chambre des comptes, qui au départ est donc un organe de contrôle, vous avez compris, un organe de contrôle de la gestion, va devenir un organe qui va être aussi un tribunal, va devenir une juridiction. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir juger, par exemple, au hasard, les châtelains qui auraient été qui auraient commis des malversations et qui se seraient enrichis sur le dos soit des sujets, soit du comte ou du duc. Et puis va juger aussi tout ce qui a trait au domaine ducal, puisque les châtelains sont les gestionnaires du domaine ducal, et donc tout ce qui a trait au domaine va dépendre de la juridiction de la Chambre des comptes. J'aurai l'occasion de vous détailler ça quand on parlera justement des compétences de la Chambre. Voilà. Mais ça, c'est un point très important. Au cours du XVe siècle, la Chambre des comptes devient aussi un tribunal. Le XVIe siècle, ça va être une époque un peu troublée pour notre institution. Parce que, bien sûr, il va y avoir l'occupation française. Vous savez que les Français s'emparent du duché en 1536 et vont en rester maîtres jusqu'en 1559. Eh bien, la Chambre des comptes, qui à l'époque est une institution assez réduite, on y compte un président, on y compte 4 maîtres auditeurs, plus quelques autres magistrats, donc une petite dizaine de membres, peut-être un petit peu plus si on compte les scribes qui sont chargés de recopier les documents. Bon, vous voyez, un nombre assez restreint de personnes. Et bien, avec 1536, la Chambre des comptes est complètement, on va dire, dispersée. Mais la plupart de ces magistrats vont rester fidèles au duc Charles III, qui est le duc qui règne en 1536 et qui donc est chassé par François Ier. Ce duc Charles III, il ne va garder que Versailles et Nice, et donc cette Chambre des comptes ces quelques membres de la Chambre des comptes vont suivre le duc Charles III. Charles III meurt en 1553, et c'est son fils Emmanuel Philibert qui hérite des quelques lambeaux des États de Savoie qui peuvent subsister, et qui hérite aussi des fidèles qui sont restés au service de Charles III. Et dès 1555, il va nommer 4 maîtres auditeurs qui vont être chargés de contrôler les comptes des quelques agents financiers, des quelques agents fiscaux qu'il pouvait avoir. Seulement quelques années plus tard, en 1559, la fortune sourit à Emmanuel Philibert, puisque vous savez qu'il récupère à peu près l'intégralité de ses États, la Savoie, le Piémont, à l'exception de la Savoie du Nord, mais c'est une autre question. Et en tout cas, en 1559, Emmanuel Philibert va recréer la Chambre des comptes telle qu'elle existait avant 1536, en renommant un certain nombre de magistrats, présidents, maîtres auditeurs, procureur patrimonial, etc., etc. Et dès l'année suivante, en octobre 1560, elle en fait une cour souveraine. Alors ça, c'est un point qui est important, parce que ça veut dire que les arrêts, les décisions rendues par la Chambre des comptes sont souverains, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en appeler, sauf éventuellement à recourir au duc, ce qui arrivait quand même assez rarement, et ce qui place la Chambre des comptes sur le même plan que le Sénat, qui est l'autre grande juridiction ordinaire, on va dire, de la Savoie, et qui a été créée là également en 1559. Donc on a ces deux juridictions qui siègent à Chambéry, donc qui sont maintenues pour la Chambre des comptes donc au château de Chambéry, et qui vont donc avoir chacune leurs compétences. Et puis, vu l'accroissement des affaires, vu aussi le fait que cette Chambre des comptes, elle continue à étendre son autorité sur la partie en deçà des monts, c'est-à-dire, on va dire, le duché de Savoie, plus Brest, Bugey, Valromey, Pays de Gex, et elle étend aussi donc sa compétence sur les pays de l'Alémont, c'est-à-dire le Piémont, Nice, etc. Eh bien, en 1577, pour, on va dire, améliorer la gestion la gestion et le contrôle des comptes, et aussi juger les causes qui relèvent de la Chambre des comptes, eh bien, Emmanuel Philibert va créer une deuxième Chambre des comptes à Turin. Et c'est le passage que vous avez ici, qui est tiré donc du traité historique de la Chambre des comptes, qui a été écrit par François Capré, je vous en parlerai dans un instant. Et donc François Capré écrit: ce fut donc en l'année 1577
que le duc Emmanuel Philibert, de glorieuse mémoire, créa la dite chambre sédentaire dans Turin avec la même autorité, privilèges et prérogatives que celle de Savoie. Voilà, donc à partir de 1577, on a deux chambres des comptes, une à Chambéry, l'autre à Turin. Alors c'est l'occasion aussi d'évoquer le fait qu'il existait d'autres chambres des comptes dans les États de Savoie. Vous en aviez une à Annecy, ici. La chambre des comptes de Genevois, donc, qui existait sous les princes de Genevois-Nemours, entre 1525 et 1659. Et pendant un temps aussi, vous aviez une chambre des comptes qui est siégée à Brest, quand un certain nombre de princes de la maison de Savoie étaient apanagés de ce pays-là. Et donc, ces chambres des comptes étaient chargées de la gestion, c'est encore ça le point originel et le point essentiel dans l'existence des chambres des comptes, de gérer le domaine, de gérer les comptes, hein, ça porte bien son nom, pour le prince qu'elle sert. Voilà, donc à partir de 1577, on a deux chambres des comptes pour gérer les domaines de Ça et de l'Alémont des États de Savoie. Alors, au XVIIe siècle, ce qui va marquer l'existence de la Chambre, ça va être surtout les occupations françaises. Alors, vous savez, le duché de Savoie est occupé plusieurs fois par les Français au XVIIe siècle. Ça commence au tout début du siècle, en 1600-1101. Henri IV s'empare pendant à peu près 6 mois de la Savoie, ça ne dure pas très longtemps, mais exite la Chambre des comptes, il la remplace par un Conseil d'État. Et ce sera la même chose en 1630-1631. La même chose. Louis XIII envahit la Savoie et il remplace la Chambre des comptes par un Conseil d'État. Il supprime aussi le Sénat par la même occasion. Et d'ailleurs, la Chambre des comptes ne sera pas rétablie tout de suite. Il faudra attendre 1632 pour qu'elle soit effectivement remise en place. Mais ce que les historiens connaissent moins, c'est qu'il y a déjà eu une suppression de la Chambre des comptes par le duc lui-même en 1613-1614. Et donc là, je vous ai mis sous les yeux le registre des entrées. Le registre des entrées, c'est un petit peu la feuille de présence de la Chambre des comptes. Hein. C'est-à-dire c'est un registre sur lequel on inscrit la présence de tel ou tel magistrat aux séances qui ont lieu donc chaque semaine dans les locaux de la Chambre à Chambéry. Et donc là, on voit, du mercredi 10 juillet 1613, la Chambre a été suspendue par ordre de son Altesse. Paf, le duc de Savoie suspend, pour prendre le terme exact, suspend la Chambre en 1613. Alors, à vrai dire, c'est un peu mystérieux parce qu'on ne sait pas trop pourquoi. Des premiers éléments d'enquête que j'ai pu réunir, il semblerait que c'était pour des causes de désobéissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la désobéissance? C'est bien vague. Donc voilà, là il y a quelque chose à creuser. Justement, je suis en train d'essayer de voir d'où pouvait venir cette suppression. Et donc vous voyez, le registre s'arrête là, comme ça, voilà. Le duc suspend la Chambre. Et on reprend un an plus tard, du jeudi 3e juillet 1614, premier jour d'entrée de la Chambre, après la suspension d'Issel levée. Donc voilà, un an plus tard, le duc arrête la suspension de la Chambre et elle reprend son existence. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui n'a jamais été vraiment mentionné par les historiens de la Chambre des comptes. C'est vrai qu'ils sont relativement peu nombreux, mais même François Capré ne fait pas mention de cette suspension. Je pense que la réponse est dans la question. Comme il ne mentionne pas dans son traité, un traité qui est assez élogieux, hein, qui cherche à glorifier un petit peu la Chambre des comptes, la cause de la suppression, cette idée de désobéissance, c'est que voilà, il y avait dû y avoir une certaine opposition de la part des magistrats aux volontés du duc qui a justifié cette suspension. Donc, François Capré ne veut pas être très fier d'exposer ça dans son ouvrage, et c'est pour ça qu'il l'a carrément passé sous silence. Voilà, alors au cours du XVIIe siècle, il va y avoir encore d'autres occupations françaises de la Savoie. On va en avoir notamment sous Louis XIV, entre 1690 et 1696, puis entre 1703 et 1713. Alors Louis XIV, lui, il ne va pas supprimer la Chambre des comptes. Il la maintient, mais pas fou. Il va placer à la tête de la cour un magistrat qui est un de ses sujets. En l'occurrence, il va aller chercher des magistrats à Grenoble. Il va prendre des magistrats grenoblois pour les placer à la tête de la Chambre des comptes. Et puis, à chaque fois qu'un poste viendra à vaquer, eh bien, soit il va geler le poste, hein, c'est-à-dire qu'il va nommer personne pour remplacer le magistrat qui est décédé ou qui éventuellement a quitté ses fonctions.
Et donc soit il gèle le poste, soit il va nommer un de ces sujets, là aussi, parmi les magistrats. Donc il va nommer des Bourguignons, il va nommer des Dauphinois essentiellement. Donc voilà, l'idée pour Louis XIV, c'est de ne pas supprimer l'institution, parce qu'il en a besoin aussi, parce que c'est une institution qui connaît bien le pays, qui sait bien comment il fonctionne, et surtout qui sait bien comment les impôts peuvent être prélevés dans le pays, mais il place un certain nombre de ces sujets à l'intérieur pour pouvoir mieux contrôler l'institution. Et c'est aussi ce qui explique le gel de ces postes par Louis XIV, ce qui explique aussi que les effectifs étaient si réduits après 1713. Alors, pour terminer sur l'histoire des institutions, on ne peut pas faire l'impasse sur les archives de la Chambre des comptes. Les archives de la Chambre des comptes, quand l'institution est supprimée en 1720, eh bien, elles vont être transférées à Turin, pour l'essentiel. Et ces mêmes archives vont être récupérées par la France suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à travers la fameuse rétrocession des documents turinois qui a lieu en 1951. Et l'essentiel donc des archives de la Chambre des comptes de Savoie vont constituer les actuels documents de la série SA qui se trouvent aux archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie. Alors ce sont des archives qui sont prodigieusement riches, qui vont concerner l'histoire de la Savoie, on va dire, en gros du XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, et qui vont intéresser l'histoire, vraiment on a tous les domaines, l'histoire économique bien sûr, l'histoire militaire, l'histoire religieuse, l'histoire politique bien sûr, bref, ce sont des archives qui sont extrêmement riches et qui comportent plus de 20 000 documents, donc c'est quelque chose d'assez considérable et que donc la France a récupéré en 1951. Donc série SA pour les deux départements savoyards, et Nice également, on a récupéré aux archives de Turin un certain nombre de documents qui concernent Nice et qui sont conservés dans la série NI aux archives départementales des Alpes-Maritimes. Voilà, donc je reviendrai brièvement sur les archives à la fin de ma conférence, mais en attendant, disons quelques mots un petit peu du personnel qui composait cette Chambre des comptes. Alors là, vous avez sur la droite la liste des magistrats qui siégeaient en 1686. Vous voyez, ils sont une liste relativement longue, un certain nombre de magistrats. Alors, il faut apporter un petit peu de nuance dans la durée, parce qu'aux différentes époques d'existence de la Chambre, eh bien, on n'aura pas le même nombre de magistrats, le même nombre d'officiers. Vous avez vu qu'en 1536, on a seulement 4 maîtres auditeurs, un président, plus quelques autres agents. Là, en 1686, eh bien, on a 4 présidents, on a 18 maîtres auditeurs, on a 3 présidents aux finances. Les présidents aux finances étaient, comme leur nom l'indique, plus spécialement chargés des questions justement de finances et de gestion du budget. On a 2 chevaliers d'honneur, on a un procureur patrimonial, 2 avocats patrimoniaux, et puis entre 12 à 20 officiers subalternes. Donc vous voyez, on a à peu près une 50aine de personnes qui tiennent les différentes charges de la Chambre des comptes. Alors c'est relativement conséquent, mais c'est relativement peu aussi par rapport à ce qu'on avait à la même époque dans les chambres des comptes qui existaient dans le Royaume de France. À Grenoble, à Aix, à Montpellier, etc., où on avait des effectifs qui étaient facilement le double ou le triple de ceux qu'on avait à Chambéry. Donc, si on compare aux chambres des comptes, françaises, on a des effectifs relativement limités. Si on compare par contre à la chambre des comptes de Turin, à la même époque, on a des effectifs sensiblement identiques, autour d'une cinquantaine de charges. Alors, je rentre un petit peu dans le détail de ces différents officiers, de ces différents magistrats. Alors on a tout d'abord ce qu'on appelle la magistrature assise. La magistrature assise, ce sont les juges, ce sont eux qui sont chargés des affaires, chargés de traiter les causes et qui donc rendent les arrêts. Alors on y compte les présidents, on y compte les chevaliers d'honneur. Alors les chevaliers d'honneur, ce sont un peu des magistrats, mais des magistrats qui en réalité n'ont pas voix au chapitre. Ce sont en règle générale des représentants de la noblesse, et généralement de la bonne et de la très haute noblesse savoyarde, qui sont censés être là justement pour traiter des affaires militaires, en théorie. Mais en réalité, si on regarde justement
le registre des entrées, on se rend compte que la plupart du temps, les chevaliers de la Chambre des comptes, ben, ils ne siègent pas, ou très peu. Donc là, on a un bel exemple d'absentéisme, la plupart du temps, de la part de ces officiers. Et puis donc, à côté, ben, vous avez les maîtres auditeurs, donc en nombre très variable. Hein. Le plus petit nombre, c'était 4, le maximum que je vous l'ai dit, c'était 18. Et on doit y ajouter également donc, le contrôleur général et les présidents aux finances qui, eux, sont plus spécialement chargés, comme le nom l'indique, de contrôler tout ce qui relève des finances. On compte aussi les magistrats du parquet. Les magistrats du parquet, vous les trouvez ici à la fin de la liste. Hein. Ce sont Amblardet, Devolay et Villarosset, où on a donc 2 procureurs patrimoniaux et un avocat patrimonial. Alors en fait, le parquet, c'est un petit peu comme le parquet de nos jours, c'est-à-dire le procureur de la République. Ce sont les magistrats qui sont chargés de défendre les intérêts du public et les intérêts du duc de Savoie. Ils sont assistés généralement par quelques substituts dont le nombre, là aussi, varie pas mal dans le temps. Et puis, on ajoute ce qu'on en appelle donc les officiers subalternes. Alors, ils portent des noms assez curieux. Vous avez des Clavers, vous avez le vice-Claver qui est son adjoint et qui sont en fait les archivistes, hein, tout simplement, de la Chambre des comptes. Les greffiers et secrétaires qui sont chargés, eux, de tous les actes de justice. Hein, je vous rappelle que la Chambre des comptes, c'est une juridiction, donc elle rend... il y a toute une procédure hein, qui s'effectue à la Chambre des comptes. Vous avez les contrôleurs particuliers, les receveurs généraux des comptes, qui sont ceux qui sont chargés de l'acte matériel de transcrire les comptes, hein, de les mettre sur papier. Vous avez aussi les commissaires généraux des extants, vous avez l'émolumenteur, etc. Et vous rajoutez également 2 officiers qui sont plus spécialement chargés de la monnaie, le garde des monnaies et l'essayeur des monnaies, qui sont en quelque sorte, on pourrait dire, on va dire les contrôleurs des poids et mesures, en quelque sorte, mais plus spécialement affectés, bien sûr, vous vous en doutez, à la question des monnaies, puisque c'est justement des prérogatives de la Chambre. Voilà, bon, très brièvement brossé le portrait des différents personnels qui exercent leurs compétences à la Chambre des comptes. Alors, comme je vous le disais, on ne peut pas donc présenter ces différents personnels sans évoquer un petit peu le milieu dans lequel ils gravitent et un petit peu comment on arrive à rentrer à la Chambre des comptes. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, notamment au XVIIe siècle, eh bien, on devient magistrat de la Chambre des comptes en achetant sa charge, la plupart du temps. Alors, évidemment, plus vous êtes haut dans la hiérarchie et plus ça va vous coûter cher, mais bien souvent, ça se passe assez bien parce que papa est déjà rentré dans la Chambre des comptes, donc il est déjà maître auditeur ou il est peut-être président, donc forcément ça va vous aider un petit peu dans votre carrière. Et donc vous êtes nommé par le duc, par des lettres patentes que vous devez faire enregistrer auprès de la Chambre des comptes. Et si Dieu vous prête vie, vous pouvez passer un certain nombre d'années, voire un certain nombre de dizaines d'années, au service du duc comme maître auditeur. Et un des meilleurs exemples à ce titre-là, eh bien, c'est le magistrat dont vous avez ici le portrait, qui est François Capré. Alors François Capré, c'est le fils d'un commissaire des guerres, donc déjà quelqu'un qui était au service du duc de Savoie au début du XVIIe siècle, et qui donc a pu assez facilement faire rentrer son fiston à la Chambre des comptes. Et François Capré donc, est nommé en 1657, et il va rester pendant 49 ans à la Chambre des comptes comme maître auditeur. 49 ans, il va faire sa carrière, c'est pour ça que les carrières dans les cours souveraines, il n'est pas rare de trouver des magistrats qui restent pendant 10, 20, 30 ans au service du duc de Savoie comme maître auditeur. Alors éventuellement, ils gravissent les échelons, hein, c'est-à-dire il y a certains qui commencent par être receveurs, donc par les officiers subalternes, et puis hop, ils arrivent à devenir maître auditeur. Et puis, si tout se passe bien, on passe le stade du 2e, 3e président de la Chambre. Alors, devenir premier président, c'est plus délicat, parce que premier président, c'est vraiment un poste politique. Il faut avoir de solides appuis, et n'y accèdent que vraiment les très grandes familles, très grandes familles de magistrats du duché. Mais voilà, l'exemple de François Capré est intéressant, parce que donc, d'une part, il est resté très longtemps au service du duc de Savoie, et tout au début de sa carrière, en 1662, il écrit ce fameux traité historique de la Chambre des comptes, qui est une source essentielle, justement, nous, pour connaître
le fonctionnement de la Chambre et connaître un petit peu son histoire, et qui est aussi, il faut bien le dire, un petit peu un éloge de la compagnie dont il fait partie. Alors, ce qui est intéressant aussi sur ce portrait, c'est qu'il est en costume de maître auditeur. Alors, on ne voit pas très bien, mais rassurez-vous, je vais vous montrer un autre portrait qui va nous permettre de mieux visualiser. Donc, comme je vous le disais, la plupart des magistrats de la Chambre font l'essentiel de leur carrière dans cette cour souveraine, mais pour quelques-uns d'entre eux, eh bien, il va y avoir des possibilités de promotion vers d'autres instances. Alors ça va être vers le Sénat, notamment. Hein. Il n'est pas rare de voir des maîtres auditeurs devenir sénateurs ou être promus président au Sénat. D'autres vont être nommés comme magistrats ou conseillers directement auprès du duc, c'est-à-dire à Turin, donc vont aller effectuer leur carrière de l'autre côté des Alpes. Et puis, il y a aussi un phénomène qui avait déjà été remarqué par Jean Nicolas et qui a été aussi bien noté par les historiens de la restauration sarde du XIXe siècle. On va avoir un certain nombre de Piémontais qui vont venir et qui vont être nommés maîtres auditeurs à la Chambre des comptes. Alors, en règle générale, ça, c'est du... c'est du favoritisme. C'est le duc qui cherche à récompenser par là un bon serviteur piémontais. On va lui donner une charge de maître auditeur. Il ira mettre les pieds à Chambéry peut-être 2 mois dans sa carrière, mais ça lui permettra de toucher les gages, hein, de toucher les émoluments de maître auditeur et de favoriser sa carrière. Alors, en règle générale, ces Piémontais, notamment au XVIIe siècle, ils font une brève apparition à la Chambre des comptes. Ils y restent quelques années, quelques mois, et après, ils retournent continuer leur carrière à Turin, de l'autre côté des monts. Voilà, très brièvement tracés les traits des carrières qu'on pouvait mener à la Chambre des comptes. Alors, pour terminer sur ces aspects personnels, je voudrais faire un focus sur les principaux d'entre eux, c'est-à-dire nos fameux maîtres auditeurs, et préciser quelles étaient un peu leurs fonctions. Et pour ça, pour illustrer mon propos, je vous propose donc un autre portrait de maître auditeur. Vous voyez, il est très proche de celui de François Clapré qu'on avait précédemment. Alors, ce personnage très grave, qui à mon avis devait considérer sa fonction comme étant particulièrement importante et relevant du pouvoir ducal, eh bien c'est Claude Caron de Cessan, qui est un contemporain de François Clapré, parce qu'il a exercé sa charge de maître auditeur de 1663 à 1713. 51 ans, il a battu François Clapré. C'est effectivement un des magistrats qui a siégé le plus longtemps à la Chambre. Donc admirez ce portrait, donc on le voit avec un décor un peu avec des tapisseries, et donc on voit un petit peu sa tenue. Alors voilà, bien évidemment le rabat, on voit son manteau de parade qui probablement donc, est en soie. Il tient à la main le bonnet, et vous remarquerez que comme magistrat, là, il a une tenue en noir. Si vous avez déjà vu des portraits de sénateurs du Sénat de Savoie, vous constaterez qu'ils sont en rouge. Les maîtres auditeurs et les membres, on va dire, de la Chambre des comptes siégeaient en noir, alors que les sénateurs, eux, siégeaient en rouge. Alors, la couleur rouge, c'est la couleur qui est attribuée, on va dire, aux juridictions ordinaires souveraines. Alors, une des explications qui est donnée, c'est parce que la couleur rouge, c'est la couleur du sang, parce que ce sont les cours qui ont la possibilité, justement, d'imposer des peines de sang et d'ordonner, évidemment, la mort, l'exécution des criminels. Voilà, mais ce portrait est intéressant parce que c'est un portrait, on va dire, professionnel. Hein. On a là un maître auditeur dans sa tenue, dans la tenue d'exercice de sa profession. Marqué aussi la perruque, hein, très caractéristique et très caniche, on va dire, de notre maître auditeur. Voilà, alors justement, puisque j'évoque un maître auditeur, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de leur fonction ? Et ça me fera la transition avec mon dernier point sur les compétences de la Chambre. Eh bien, évidemment, la première des choses, on va leur demander de contrôler les comptes des receveurs, trésoriers, châtelains, etc., et autres manieurs des deniers du groupe. Ça va être une bonne partie de leur activité. Ils vont être chargés aussi d'enregistrer les édits et les actes du duc, et notamment ceux qui ont on va dire, qui comportent une partie financière, donc tout ce qui est dons, pensions, inféodation, baux à faire, malbergement, etc., etc. Donc là aussi, la Chambre est chargée d'enregistrer les actes émis par le duc de Savoie.
ils sont aussi des juges, hein, ça il ne faut pas oublier. Là, encore une fois, on a un maître auditeur en tenue de magistrat, et à ce titre-là, donc, ils rendent des arrêts sur des sujets qui relèvent de la compétence de la Chambre. Mais aussi et surtout, ces maîtres auditeurs, ce sont des administrateurs. À une époque où en Savoie, on n'a pas encore les intendants, qui vont être, on va dire, les rouages du pouvoir et qui vont être les meilleurs exécutants des décisions du duc puis du roi, eh bien les maîtres auditeurs sont chargés de travaux extrêmement variés. Hein, c'est-à-dire qu'on va en envoyer régulièrement en mission, et même certains, on est assez surpris quand on voit les textes, de voir qu'on a certains maîtres auditeurs qui arrivent déjà justement à un âge assez avancé dans leur carrière, et qui sont envoyés pour des missions. Pour l'un, c'est pour aller contrôler les travaux qui sont faits sur un pont sur l'Isère. Pour un autre, c'est pour mettre en place les étapes en Maurienne. Pour un autre encore, on va lui demander d'aller contrôler l'état de l'artillerie aux Alinges ou au château d'Annecy, etc., etc. Donc voilà, des tâches extrêmement variées, à tel point même que vous avez certains maîtres auditeurs qui sont carrément spécialisés dans certaines tâches. On a par exemple César Sard de Montagny, qui était un grand spécialiste des ponts. Donc c'est lui qu'on va envoyer à chaque fois qu'il y a des travaux à contrôler, qu'il y a des dépenses à effectuer pour réparer un pont ou pour construire un nouveau. Donc voilà, donc vous voyez que ce sont des fonctions qui sont extrêmement importantes dans la gestion, non seulement du domaine, on va dire plus généralement de la vie économique du duché. On aura l'occasion d'y revenir en parlant des compétences. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier de dire aussi, c'est que ces fonctions de maître auditeur, ça présente un avantage non négligeable pour son titulaire. Parce que ce sont des fonctions anoblissantes. C'est-à-dire que si vous devenez magistrat, en ayant éventuellement graissé la patte du trésor ducal, puisqu'il faut acheter sa charge, eh bien, vous et votre descendance, vous pouvez devenir maître auditeur. Alors ça, c'est une question qui a fait beaucoup de débats parmi les historiens, notamment Arminjon et Nicolas. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais ce qui est certain, c'est que la plupart des magistrats de la Chambre des comptes ont été à l'origine de grandes familles nobles, dont certaines sont encore existantes, du duché de Savoie. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu sur le personnel de la Chambre. Maintenant, on va faire une petite révision en essayant de revoir un petit peu les compétences de la Chambre. Alors, vous l'aurez compris, la première des choses, c'est le contrôle des comptes. Et vous avez ici sous les yeux un jeton de la Chambre des comptes, qui date donc la date ici, 1566, et In Camera Computorum Savodier. Et donc ces jetons étaient des instruments de travail pour les maîtres auditeurs. À une époque où on utilisait le système duodécimal, où la monnaie de compte, le florin, était divisée en 12 sous, qui eux-mêmes étaient divisés en 20 deniers, vous imaginez, non, 12 deniers, pardon, vous imaginez les difficultés des calculs que ça pouvait représenter, et donc les maîtres auditeurs s'aidaient d'un certain nombre de jetons, qui pouvaient, vous voyez, être assez richement décorés, pour effectuer leur calcul. Tout simplement des bouliers, hein, c'est pas autre chose que effectivement l'utilisation de jetons pour s'aider dans les comptes. Donc voilà, première chose, contrôler les comptes des trésoriers généraux, des trésoriers des étapes, etc. Mais nos magistrats vont aussi avoir un certain rôle politique qui s'exerce à travers la juridiction et le contrôle des actes du duc de Savoie. Ici, je vous ai mis un arrêt de la Chambre des comptes qui est signé ici en bas par un des présidents, Garnerin, et contresigné par un maître auditeur, Jacques Gantelet, qui enregistre un ordre de vérification de paiement de 100 ducatons à rembourser en faveur d'un certain maître Chasselin qui était diclamaire à la Chambre. Donc voilà, la Chambre des comptes pouvait donc enregistrer un ordre venant du duc de Savoie, mais pouvait aussi éventuellement en modifier un petit peu la teneur, ou même carrément refuser. Donc c'est à ce titre-là que la Chambre des comptes avait un certain rôle politique et pouvait s'opposer aux décisions ducales. Et puis, je vous donne ici aussi
les noms des messieurs de la Chambre qui montèrent à cheval le jour de l'entrée 9e d'avril 1663. C'est le jour où le duc de Savoie rentre dans Chambéry pour se marier. Et donc, voilà, on va dire que le rôle politique de la Chambre s'exerce aussi à travers le cérémonial, qui était très important sur l'Ancien Régime, et qui montrait la présence. Il faut imaginer tous ces personnages, donc vêtus de noir, comme pouvait l'être Claude Caron qu'on a vu tout à l'heure. Donc tous ces personnages à cheval, et qui donc allaient accueillir encore, comme on disait, l'ensemble, la cour ducale qui arrivait à Chambéry. Donc, à ce titre-là aussi, il y avait un rôle politique, et il faut voir aussi que ces magistrats pouvaient avoir un dialogue direct avec le souverain. On envoyait régulièrement ce qu'on appelait des députations de la Chambre auprès du duc de Savoie pour discuter de telles affaires, pour négocier éventuellement le montant de l'impôt. Et à ce titre-là, voilà, nos maîtres auditeurs jouaient un rôle politique certain. Notez au passage, notre maître auditeur Capré, il est ici, hein, vous le voyez, il est mentionné ici sur une des rangs. Et si je ne m'abuse, Claude Caron, non, il n'a pas encore été reçu, il n'a pas été encore nommé. Mais il le sera au cours de cette année 1663. Nos maîtres auditeurs, donc, sont aussi chargés des travaux publics. Et c'est à ce titre-là qu'on trouve dans les archives de la Chambre des comptes un certain nombre de documents de ce type-là. Là, vous avez ici un croquis de la charpente de l'abbaye de Chézerie. Ce type de document n'est pas rare dans les archives de la Chambre des comptes parce que, comme je vous l'indiquais, les maîtres auditeurs étaient chargés de la surveillance des travaux publics. Alors vous allez me dire pourquoi surveillance de l'abbaye de Chézerie? Parce que l'abbaye de Chézerie, quand l'abbé venait à mourir, eh bien, elle était placée sous l'administration du duc de Savoie. Et donc, pendant la vacance du siège abbatial, eh bien, la Chambre des comptes était chargée d'en administrer les biens et d'effectuer éventuellement des réparations. C'est ce qui va arriver là, justement. En 1663, on a la nécessité de refaire la charpente de l'abbaye. Au titre des travaux publics, il y a également tout ce qui est gestion des ponts et chaussées. Et donc là, je vous propose, par exemple, donc là, toujours un document tiré des archives de la Chambre des comptes, un croquis qui vous montre donc la figure du pont de Boringes. Le pont de Boringes, c'est ce pont qui se trouve non loin de la Roche et qui donc a été supervisé par la Chambre des comptes, qui permettait donc le passage entre, on va dire, le pays de la Roche et le Faucigny. Et donc voilà, on a un certain nombre de plans, de croquis, d'esquisses dans les archives de la Chambre des comptes qui montrent tout ce que les maîtres auditeurs ont pu réaliser au niveau des ponts. Il faut bien voir que, aujourd'hui comme hier, à vrai dire, les ponts, ce sont des ouvrages d'art qui sont coûteux, qui sont complexes à mettre en place, et donc qui nécessitent une surveillance accrue tant du point de vue technique que du point de vue financier, disons. Et donc à ce titre-là, nos maîtres auditeurs, surtout ceux dont je vous disais qu'ils étaient spécialisés dans ces questions de ponts et chaussées, eh bien, avaient une réelle compétence dans ce domaine. Et ils nous ont laissé des procès-verbaux assez précis qui nous donnent des informations assez intéressantes sur l'histoire des techniques, disons, qui étaient employées pour la construction des ponts et des routes. Et justement, les routes, vous avez ici le grand chemin royal qui passe par les échelles, qui donc là est représenté d'après le fameux Théâtrum Savoyer, qui est donc une grande réalisation qu'on doit à la Chambre des comptes. Alors à la base, évidemment, c'est le duc Charles-Emmanuel II qui, dans les années 1660, a décidé d'améliorer la route de Lyon à Chambéry, en faisant percer donc dans on va dire la colline qui se trouve à proximité des échelles, un chemin pour pouvoir faciliter le passage donc entre, on va dire, l'avant-pays savoyard et Chambéry. Et donc, cette route a été construite sous Charles-Emmanuel II, sous la surveillance et la supervision, on va dire, des maîtres auditeurs. Et c'est même un des maîtres auditeurs qui va rédiger le texte qui figure sur le monument à Charles-Emmanuel II, qui existe toujours. Hein, vous pouvez encore aller
le voir. Ça constitue une petite balade sympathique en été, surtout quand il fait bien chaud, parce que c'est au frais, c'est dans les sous-bois. Et donc vous pouvez toujours voir ce fameux monument à Charles-Emmanuel II qui justement magnifie la grandeur du duc, qui a fait ériger ce monument et qui surtout a fait creuser cette route à travers les rocs pour faciliter le commerce. L'idée évidemment c'était dans une perspective mercantiliste de favoriser le commerce entre la France et l'Italie. Voilà, ça ce sont que deux exemples parmi bien d'autres des réalisations contrôlée par la Chambre des comptes. Et puis aussi et surtout, la Chambre des comptes était compétente pour tout ce qui concernait ce qu'on appelait sous l'Ancien Régime les impositions. Pour le dire autrement, les impôts, les taxes, les gabelles, évidemment. Donc, la Chambre des comptes, là je vous ai mis un receveur ou un percepteur du XVIe siècle, qui, vous voyez, l'argent ici sur son bureau, et on voit les sujets qui viennent... la mine déconfite, payer leurs impôts. Et bien voilà, la Chambre des comptes était chargée de contrôler toutes ces impositions, de gérer bien sûr le budget, comment faire pour percevoir tous ces impôts, et d'en gérer également la répartition. Parce que ce qu'on oublie un peu trop souvent, c'est que les impôts, ils ne servent pas qu'aux caisses du duc, ils servent aussi à rendre un certain nombre de services auprès du public, disons. Et l'image que je vous ai montrée précédemment en illustration, c'est-à-dire que cet argent qui est perçu à travers les impôts, il va servir à construire des routes, à construire des ponts, à apporter éventuellement des secours en cas de sinistre. Et déjà, sous l'Ancien Régime, il existait un système d'indemnisation. Quand il y avait des tempêtes, la Chambre des comptes menait des enquêtes et pouvait apporter un secours financier, disons, aux communautés ou aux particuliers qui avaient pu subir une catastrophe naturelle, par exemple, ou qui avaient subi éventuellement des incendies. Il y avait des systèmes de compensation qui existaient. Mais voilà, l'essentiel, effectivement, de l'activité de la Chambre des comptes en matière d'imposition consistait à gérer le budget, à percevoir, et puis à gérer également tout ce qui est contentieux fiscal. Donc en ce sens-là, la Chambre des comptes rejoint assez largement les tribunaux administratifs ou nos chambres régionales des comptes actuelles. La Chambre des comptes aussi, c'est un peu logique, gérait tout ce qui était monnaie. Alors en ce sens que c'était elle qui était chargée de valider la circulation d'un certain nombre de pièces à l'intérieur du duché et de gérer tout ce qui était contentieux relatif aux monnaies et notamment tout ce qui relevait de la fausse monnaie. Si on arrivait à prendre sur le fait des faux monnayeurs, eh bien, ils devaient être traduits devant la Chambre des comptes. Alors, à titre d'illustration, je vous propose ici deux monnaies des 15e et 17e, pardon. Donc au milieu, vous avez un teston du duc Philibert. Et les deux, vous avez l'avers et le revers d'un écu de Charles-Emmanuel Ier qui date de 1619, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc à ce titre-là, la Chambre des comptes était à même de juger de la validité, par exemple, de la circulation de ces monnaies. La Chambre des comptes a encore une autorité pour tout ce qui concerne les conditions des personnes. Je vais vous expliquer, vous avez ici sous les yeux un splendide document qui sont les lettres patentes d'anoblissement des frères Louis et François Orsay, qui donc sont anoblis par Charles-Emmanuel Ier en 1622, si je ne m'abuse. Vous trouvez ici, vous avez ici donc, la signature de Charles-Emmanuel Ier, et ici vous avez peint les armoiries qui sont données aux frères Orsay. Et donc, pour que ces lettres patentes d'anoblissement soient valides, eh bien, il faut qu'elles soient enregistrées à la Chambre des comptes. Donc, vous imaginez ces frères Orsay qui ont dû se présenter, après avoir reçu ce parchemin, qui est remarquablement décoré, donc se présenter à la Chambre des comptes pour dire, voilà, on a été anoblis, il faudrait que vous enregistriez
ces lettres patentes pour que vous reconnaissiez, pour qu'on soit officiellement reconnu comme noble, et puis aussi et surtout pour qu'on soit officiellement reconnu comme étant exempt d'impôt, hein, puisque la noblesse impliquait, sauf exception, l'exemption d'impôt. Donc, la Chambre des comptes, bien sûr, était la mieux placée pour enregistrer ces exemptions pour ensuite que ce soit répercuté sur la taille et les divers impôts qui pouvaient peser sur ceux qui n'étaient pas nobles. Donc, voilà, évidemment, quand on pense conditions des personnes, on pense évidemment à l'anoblissement, mais il y avait d'autres changements qui pouvaient intervenir sur les personnes. Par exemple, légitimation. Quand un enfant illégitime voulait être... enfin, son père voulait le reconnaître, eh bien, c'est un acte qui devait se passer et devait être passé devant la Chambre des comptes. Vous aviez également la naturalisation. Un sujet étranger, pour être reconnu sujet du duc de Savoie, devait faire enregistrer ses lettres patentes de naturalisation à la Chambre des comptes. Et puis, beaucoup plus fréquent, des actes d'affranchissement. L'affranchissement, qu'est-ce que c'est? Sous l'Ancien Régime, on pouvait, en Savoie, on pouvait être serf, c'est-à-dire dépendre personnellement d'un seigneur. Mais on avait la possibilité de racheter cette condition et de s'affranchir de cette condition, parce que ça impliquait un certain nombre de désagréments, notamment pour la succession. Et donc, il n'était pas rare que des Savoyards s'affranchissent des servitudes seigneuriales, et pour que cet affranchissement soit valide, affranchissement qu'on passait devant notaire la plupart du temps, eh bien, il fallait que ce soit homologué par la Chambre des comptes de Savoie. Donc, voilà, c'est à ce titre-là que la Chambre des comptes était à même de valider, en quelque sorte, le changement de condition des personnes. Condition des personnes, mais aussi condition des biens, dans la mesure où, et ça rejoint la première attribution de la Chambre des comptes, la Chambre des comptes était également gestionnaire du domaine et des fiefs. Tout ce qui concernait les droits féodaux, tout ce qui concernait les fiefs, devait être géré par la Chambre des comptes, même si le Sénat, quelquefois, se mêlait aussi d'affaires seigneuriales dans un certain nombre de cas, parce que ça posait des gros problèmes d'interprétation, d'ailleurs, entre les magistrats de ces deux cours souveraines. Mais retenons que tout ce qui concernait le domaine ducal relevait de la Chambre des comptes. Alors, le domaine ducal, qu'est-ce que ça pouvait être? C'était, en premier lieu, des bâtiments. Typiquement, le château de Chambéry, le château d'Annecy faisait partie du domaine ducal. Mais c'était aussi tout ce qu'on appelle le domaine incorporel, c'est-à-dire un ensemble de droits qui étaient perçus par le duc de Savoie en tant que seigneur. Et donc, des droits, c'était des droits seigneuriaux, c'est-à-dire le droit de percevoir un certain nombre de biens en nature, ou des biens en termes de monnaie, auprès des sujets qui dépendaient du fief du duc. Alors, ce qu'il faut voir aussi, et c'est ce qui explique aussi la suppression de la Chambre des comptes en 1720, c'est qu'à la fin du XVIIe siècle, le duc de Savoie va pratiquement vendre tout ce qu'il a comme domaine. À peu de choses près, il va vendre à ses sujets. Alors, la plupart du temps, ce sont justement, bien souvent, des magistrats de la Chambre des comptes ou des grandes familles nobles du duché qui vont acheter les biens du domaine qui sont vendus par le duc. C'est comme ça qu'on va créer le marquisat de Thônes, qu'on va créer le comté de la Balme, qu'on va créer le marquisat du Vuache, etc., qui sont en fait des biens du domaine qui sont vendus par le duc auprès de particuliers, et donc qui sont gérés par la suite par les agents, on va dire, de ces nouveaux acquéreurs. Donc c'est ce qui explique aussi le fait que la Chambre des comptes voyait une partie de ses attributions se réduire, et ce qui faisait que elle était un peu famélique en 1720. Alors, ça me fait une excellente transition avec ce que vous attendez tous. Mais que sont devenus ces pauvres magistrats en 1720, bien sûr? Alors, vous voyez, ce qui frappe quand on regarde, là vous avez les magistrats magistrat assis, et les trois magistrats du parquet. Vous voyez que la plupart, et en règle générale ce sont plutôt les plus âgés, eh ben, ils vont continuer, ils vont être sans emploi. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, vont décéder dans la décennie 1720. Mais ne vous faites pas trop de soucis pour eux, parce qu'en règle générale, ces maîtres auditeurs étaient aussi des propriétaires fonciers assez importants. Et pour ceux qu'on retrouvera dans le cadastre sarde, en règle générale, ils avaient des domaines assez vastes, un petit peu partout
un petit peu partout dans le duché. Donc pas de souci pour eux, ils étaient sans emploi, mais ils devaient avoir des revenus suffisamment confortables pour qu'en réalité leur fonction de maître auditeur était en quelque sorte leur adjoint de poche, entre guillemets. Alors, cas particulier du premier président, bien sûr, parce que le premier président, encore une fois, c'est un personnage considérable, un proche du souverain. Alors lui, il n'est pas réintégré dans une quelconque administration, mais ce sera le seul à continuer à percevoir ses gages de premier président et sa pension. Donc là aussi, ne vous en faites pas pour lui, il a pu couler des jours heureux sans trop de problèmes d'argent. Et puis vous voyez que pour les autres, pas forcément d'ailleurs forcément les plus jeunes, eh bien, ils vont être réemployés, pour certains, au Sénat de Savoie. Vous voyez que Philibert Salter ou le procureur patrimonial Claude-François Morand, eh bien, ils vont continuer leur carrière comme sénateur au Sénat de Savoie. Gaspard Millet, lui, on va l'envoyer comme avocat fiscal général, c'est-à-dire à peu près le même emploi qu'avocat patrimonial au Sénat de Pignerol. Et puis pour quelques-uns, donc le Pierre-Ferdinand Richard ou Joseph Aressan de Montfort, eh bien, ils vont aller continuer leur carrière en Piémont, à Turin. Et puis pour Joseph Métral, lui, quant à lui, va être nommé commissaire général des gares, donc il va être dans l'administration militaire, disons, pour simplifier. Donc vous voyez, on arrive à réemployer sans trop de problèmes ces braves maîtres auditeurs, et puis pour ceux pour lesquels on ne retrouve pas d'emploi, eh bien ils se contenteront de leurs revenus propres, sans trop de difficultés, rassurez-vous. Et alors, le personnel subalterne, on est inquiet aussi pour eux. Le Clavert, lui, son frère, il était maître auditeur. Lui-même, donc, était Clavert. Il va continuer son existence paisiblement. Il va même connaître sur ses vieux jours Jean-Jacques Rousseau. Ce sera un des amis de Jean-Jacques Rousseau. Il sera témoin des actes qu'il aura passés. Quelques autres magistrats, quelques autres officiers subalternes, vous voyez, vont pas survivre très longtemps à la Chambre des comptes, puisque Félix Fatou, le premier greffier, et le deuxième commissaire général des Excentres vont mourir en 1723, et l'essayeur des monnaies, quant à lui, va mourir en 1726. Il y en a d'autres qui se réorientent vers le notariat. Pierre Geoffrey, le clerc juré, lui, on va le réemployer quand va être mis en place le cadastre comme archiviste à la péréquation, et puis Claude Labeille, lui, va passer au Sénat. Donc, pas trop de difficultés pour ces officiers subalternes, on arrive à les réemployer assez facilement après la suppression de la Chambre. Donc voilà, rassurez-vous, ils sont partis à la retraite, à un âge plus ou moins avancé, plus ou moins honorable, pas toujours 64 ans, mais bon, c'était comme ça à l'époque. Et voilà comment donc disparaît en 1720 cette fameuse Chambre des comptes. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette Chambre des comptes? Alors, à mon sens, c'est vraiment une institution qui a joué un rôle capital dans l'histoire de la Savoie d'Ancien Régime, peut-être au moins autant que le Sénat, peut-être même plus sur certains aspects, sur les aspects économiques, sur les aspects techniques, sur les aspects sociaux. On a des choses qu'on ne retrouvera pas au Sénat. Donc à ce titre-là, justement, la Chambre des comptes nous propose des archives tout à fait intéressantes avec des pistes très très riches. Alors évidemment, on pourrait s'intéresser à l'histoire de la Chambre elle-même, puisqu'elle est bien connue grâce au traité de François Capré, mais qui date de 1662. Donc il y a encore toute l'histoire de la Chambre à faire entre 1662 et 1720, bien sûr. On peut s'intéresser un petit peu au rôle économique qu'on peut tenir ces magistrats dans la Savoie d'Ancien Régime, l'histoire du droit, en quoi la Chambre des comptes a pu avoir une certaine influence sur le droit savoyard, sur l'histoire culturelle aussi, puisque ces magistrats ont tenu une certaine place avec leurs collègues sénateurs dans la vie culturelle du duché. Et puis, voilà, pour terminer, si vous vous en sentez la force, allez dépouiller les archives de la Chambre des comptes. Encore une fois, elles sont d'une richesse prodigieuse, avec parfois des documents graphiques dont j'ai essayé de vous donner ici quelques exemples. Donc je pense que la Chambre des comptes, même si voilà, ça fait 300 ans qu'elle a disparu, elle n'a pas fini encore, je pense, de faire encore largement couler de l'encre. Je vous remercie de votre attention.